Coucou à tous. Tu me dis quand c'est fait, ça y est. Et puis il reste les troisième caméras. Donc là, actuellement, on diffuse sur Facebook, sur Instagram, et on fait la vidéo qui va servir comme vidéo support pour les cours, voilà, qui va retracer la première journée de formation, la première semaine de formation. Et donc du coup, cette première journée de formation est la portée plutôt sur les techniques archaïques d'hypnose, voilà, afin de découvrir d'une part comment on faisait nos aïeux pour faire de l'hypnose, d'accord, et les applications. Et donc, dans cette première journée de formation, nous avons vu, en fait, la partie la plus importante, c'était d'abord qu'est-ce que c'est que l'hypnose et les méthodes archaïques. Alors, dans toutes les formations d'hypnose qu'on fait un peu à droite à gauche, et notamment dans celle que j'ai fait, en fait, au tout début de ma carrière, on explique un fait simple, c'est celui-ci qui dit l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. L'hypnose, c'est une technique, voilà, aujourd'hui, attention. L'homme a utilisé les états modifiés de conscience depuis aussi longtemps qu'on puisse remonter le temps afin d'aider ses semblables à aller mieux. C'est ça qu'on vous apprend. Alors les questions qu'on peut se poser à ce moment-là, qu'on peut relever de ça sont d'une part, comment est-ce qu'il faisait l'homme archaïque, je veux dire nos aïeux et nos arrière-aïeux pour produire des états modifiés de conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est comment est-il arrivé à cette conclusion? Je veux dire, bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, vous avez des scripts, il y a des scripts, vous avez des petits livres, il y a de la communication, des vidéos sur Internet, il y a même eu des écoles d'hypnose qui se sont formées, bon, ça d'accord, mais avant, on faisait comment? Je veux dire, avant même le 17e, 18e siècle, on faisait comment pour faire de l'hypnose? Et puis la question la plus importante, à laquelle nous n'avons pas encore répondu en formation, qui consiste à savoir, bon d'accord, faire des états modifiés de conscience, oui, mais pourquoi faire? Je veux dire, quelles seraient les applications? D'accord? Alors dans notre travail de recherche, parce qu'on a fait un vrai travail de recherche, on a essayé de remonter le temps, aussi loin qu'on a pu. Et on s'est rendu compte, en effet, oui, que l'homme utilise les états modifiés de conscience depuis très longtemps. Et qu'il les utilise pour aider ses semblables. Ça, c'est une évidence. Mais aussi loin qu'on a pu remonter les temps, on s'est rendu compte que les chamans, par exemple, ils utilisent les états modifiés de conscience. Et ça, c'était plutôt une bonne chose. Nous, on s'est dit qu'on peut aller encore plus loin dans les temps, tu vois. On s'est rendu compte qu'en Amérique latine, par exemple, en Argentine, au Brésil, il y a même des groupes en fait, voilà, religieux qui utilisent des états modifiés de conscience pour aider les gens à aller mieux. Bon, ici au Maroc, c'est quoi? C'est le Gnawa, c'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure, c'est ça, hein? C'est le Gnawa. Voilà. Et puis tu m'avais dit aussi, en fait, il y avait un autre groupe qui faisait de l'hypnose, c'était pas des Gnawa, c'était... C'est toi qui m'avais dit ça, non? Bon, bref, ou toi, je sais plus. Ou alors l'autre Khalil, je sais pas. Bon, bref, Khalil, c'est ça? Hein? Tu te souviens est-ce qu'il avançait, lui? Il a pensé qu'il y a plusieurs groupes. Plusieurs groupes, voilà, aussi au Maroc, qui utilisent les états modifiés de conscience. C'est bien ça, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, du coup, le truc, c'est ces gens-là utilisent les états modifiés de conscience. Sophistes. C'est sophistes. Non, ce n'est pas des sophistes. En fait, c'est une région au Maroc dans laquelle ils utilisent ça. Donc voilà, on a mis en évidence ici. On s'est dit, c'est génial parce qu'eux aussi ils font de l'hypnose. Parfois, même sans le savoir, ils font de l'hypnose. Peut-être pas codifiée comme nous l'avons codifiée, mais ils font quand même de l'hypnose. Mais nous, on a remonté encore plus loin dans le temps. On s'est rendu compte, en fait, par exemple, que les Indiens, d'accord, les Indiens, ils utilisent les états modifiés de conscience. Et que même des techniques, en fait, hindouistes, voilà, des connaissances de soi, ils sont en étroite relation, en fait. Et puis parfois, il y a même des techniques qui sont très similaires à ce que nous faisons aujourd'hui. La grande différence, c'est que si bien aujourd'hui, on vous apprend à faire de l'hypnose parce qu'on vous dit, écoute, il faut mettre en place des techniques, voilà, on a une technique, et pour les compulsions, tu mets en place telle technique, pour la gestion de la douleur, tu mets en place tel protocole thérapeutique, pour, je ne sais pas, pour arrêter de fumer, tu mets en place un autre protocole, on se rend compte en fait, qu'aujourd'hui, tout est codifié. N'est-ce pas?
Alors que si on se rapporte un tout petit peu aux techniques un peu archaïques, il y a moins de codification. Donc comment faisait-il l'homme ancestral, en tout cas, pour transmettre cette connaissance? Ben, c'était simple. Ben, on avait bien souvent des disciples, voilà, des gens qui allaient suivre un maître des pensées. Ça, on l'avait vu aussi aux informations. On peut se retrouver aussi tout simplement avec des groupements religieux dans lesquels en fait, il y a un vrai travail d'initiation, mais la plupart du temps, en fait, on transmettait les savoirs par la parole. D'accord? Et pas uniquement que par la parole, par l'initiation, dans le sens, on initiait quelqu'un qui avait peu de connaissances, on l'initiait, on le faisait faire du travail sur soi, tout ça. Mais pour initier quelqu'un avec toutes les techniques un peu archaïques, ancestrales, mais ça implique que la personne elle-même doit connaître les chemins d'y arriver. Je veux dire, c'est un peu comme les guides de montagne. Je parlais avec ça avec toi, Joël. Je te disais, ça fait un peu comme les guides de montagne. Ça veut dire, bon, qui n'a jamais été une montagne lui-même, tu vois, et que tout d'un coup, il voit sur la carte, tu vois, la GPS, que pour aller de la hutte 1 à la hutte 2, il faut 5 km, 5, d'accord? Et lui, dans sa tête, s'est dit, écoute, allez, je vais te guider en fait, avec mon GPS à distance, mais tu vas prendre les petits sentiers et rendez-vous en fait, 1 heure plus tard à tel endroit. Tu vois? Donc si on a une vision en fait, un peu répertoriée, tu vois, comme dans une carte, on pourra voir ça comme conclusion. Sauf que si tu as déjà fait de l'escalade, tu sais que quand tu te retrouves en haute montagne, tu manques d'oxygène. D'accord? Et que ces 5 km que ici-bas, je veux dire ici dans la ville, te prendrait 30 minutes à parcourir, et une haute montagne, ça peut prendre beaucoup plus de temps. 2 ou 3 jours. Un manque d'oxygène, c'est très difficile de faire 5 km. Tu vois? Et donc du coup, ça nous ramène un peu à ça. Et l'idée qu'on avait, c'est que les thérapeutes ancestrales, je veux dire les hommes qui utilisaient les états modifiés de conscience, ils ont besoin d'avoir une vraie initiation, ils ont besoin de passer par un travail sur soi, travailler la volonté, etc., etc. Et puis ils ont besoin évidemment en fait, d'avoir passé par certaines choses pour pouvoir en quelque sorte accompagner les autres. On ne peut pas accompagner quelqu'un si lui-même n'a pas fait les chemins. Et aujourd'hui, même si ce modèle en fait, de transmission d'apprentissage est important, aujourd'hui on se rend compte, notamment avec des techniques comme celle de l'hypnose humaniste, voilà, dans lesquelles on va chercher à être en conscience, voilà, et à partir d'un état extraordinaire de conscience, guider la personne pour faire quelque chose, on se rend compte, pareil, en fait, qu'on ne peut pas guider quelqu'un à faire du travail sur soi si on ne la fait pas soi-même. Mais ce n'est pas le cas de toutes les techniques. L'hypnose classique, par exemple, demande peu de travail sur soi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à part avoir travaillé sa volonté ou autre chose, on n'a pas besoin de faire du travail sur soi pour suggérer à quelqu'un d'arrêter de fumer, par exemple. Tu vois? Et donc, du coup, on se retrouve un peu dans cette ambivalence. Et ce qui est intéressant, lorsque nous, on a commencé à préparer la formation, c'était que on voulait, par tous les moyens, en fait, que vous ayez une première expérience avec l'hypnose, quelque chose de réussi. Et on s'était dit, ça c'est important parce que si vous passez par cette expérimentation de cet état modifié de conscience, ça vous permettra par la suite d'avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir guider les autres personnes. Et si quelqu'un vous dit, par exemple, me dit donc, ta technique d'hypnose me fait penser beaucoup à une technique que j'ai déjà vue lorsque je faisais de la méditation. Et que la méditation c'est de l'hypnose, à ce moment-là, vous pourrez tout simplement partager votre vécu avec la personne et pouvoir la guider aussi, afin qu'elle puisse aussi faire ses propres découvertes et évoluer, etc. etc. Jusqu'ici c'est bon, n'est-ce pas? Donc c'était le but. Et donc du coup aujourd'hui on a commencé avec une partie des formations qui consiste à, d'une part, vous faire découvrir les états modifiés de conscience, d'accord? Et d'autre part, les techniques qui permettent d'aller là-bas. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui par exemple, lorsqu'on fait de l'hypnose, les formes modernes d'hypnose sont un peu trop concentrées sur les langages, c'est-à-dire sur cette évolution du langage thérapeutique.
D'accord? Et aujourd'hui, malheureusement, les thérapeutes modernes se privent de nombreux adjuvants. Alors, c'est quoi un adjuvant lorsqu'on fait de l'hypnose? Ben, regardez, pour nos amis en fait, indiens, par exemple, des hindous, ben, ils vont utiliser des adjuvants. Un adjuvant, c'est quoi? Ben, c'est autre chose qui va permettre de faciliter l'état d'hypnose. D'accord? Alors, si on tient compte de ça, actuellement, les thérapeutes modernes se servent bien souvent de la suggestion et parfois de quelques passes magnétiques. Ça va? Bon, vous savez qu'est-ce qu'une passe magnétique? C'est on utilise la main dans un sens, voilà, comme si on caressait la personne, mais sans vraiment la toucher. Voilà, si on fait des passes vers le bas, on avait dit cette tendance plutôt à abaisser les gens. Si on fait des passes vers le haut, cette tendance à, en quelque sorte, les donner de l'énergie. Si on met les mains, en quelque sorte, à une distance du corps, il y a la chaleur du corps qui dégage. Et ça fait des sensations, on a des ressentis, des choses comme ça. C'est ça, en fait, les passes qu'on utilise, en tout cas, celles qu'on utilise nous. Mais, en fait, parfois, il va faire un ou deux tests de suggestibilité, voilà, lorsqu'il fait de l'hypnose classique. Lorsqu'il fait de l'hypnose en fait ericksonienne, les thérapeutes vont faire un travail, à mon sens, fort fatigant et répétitif. C'est une partie de toi est ici, hein, une autre partie de toi est là-bas. Tu peux être ici et là-bas en même temps. Ton là-bas, c'est pas mon ici, alors que je suis ici, mais c'est pas ton là-bas. D'accord? Et toutes ces techniques-là ont tendance à quoi? Mais ont comme orientation, voilà, tout simplement, de saturer un tout petit peu les conscients de la personne, de parfois aussi la confusionner un tout petit peu. Et puis par là, on s'est dit, écoute, étant donné que la personne mentalement est en train de se dire, je ne comprends pas ce qu'il me dit, et puis vous profitez de cette occasion pour envoyer la suggestion, voilà. On s'est dit, c'est dommage, parce qu'on se limite énormément de choses, en fait, et énormément d'autres possibilités. Alors parmi les adjuvants, c'est-à-dire les choses que les thérapeutes ancestrales utilisaient, on a par exemple les supposés jours de la semaine. Bon, aujourd'hui on a bien profité, c'était quoi? C'est vendredi aujourd'hui, c'est ça, c'est vendredi. Et donc comme c'est vendredi, on s'est dit, c'est génial. Les vendredis au Maroc, c'est une journée fort spéciale parce que les gens sont quand même en fait, dans une sorte de, allez, je dirais, d'élan en fait, spirituel. C'est une journée bien précise. Je me dis, on pourra utiliser ça aussi pour faire de l'hypnose. On pourra tout simplement dire, écoute, aujourd'hui, c'est vendredi, allez, il est 17h. Voilà. Après la prière, tout le monde sait qu'on est plus sensible à faire de l'hypnose, par exemple. D'accord? On pourra utiliser aussi le fait que certaines personnes sont plus suggestibles que d'autres. D'accord? Et on pourra utiliser aussi la crédulité de la personne pour faire l'hypnose. On pourra aussi utiliser certaines croyances qu'elle possède pour faire de l'hypnose. On pourra se servir des passes magnétiques pour faire de l'hypnose. On pourrait aussi imaginer ou utiliser le supposé pouvoir de l'esprit sur la matière pour faire de l'hypnose. Les supposés pouvoirs de l'esprit sur l'esprit pour faire de l'hypnose. Bon, bref, on pourrait s'en servir de nombreuses choses. On pourrait utiliser une bouteille d'eau, par exemple, faire des passes magnétiques, ça fonctionne très bien. Donner ceci à quelqu'un, et lui donner la suggestion que le temps qu'il va boire la bouteille d'eau, en fait le contenu de la bouteille, mais il va glisser un tout petit peu sous hypnose. On pourrait utiliser tout ça. On pourrait utiliser aussi la fascination du regard, je veux dire le pouvoir du regard. On pourrait imaginer et mettre en évidence, ou en tout cas en fait, créer aussi des trans hypnotiques par une sorte de fluide magnétique, plus la transe du regard, plus en fait le supposé jour de la semaine, etc. etc., etc. Bon, bref, on pourrait imaginer utiliser une panoplie d'artifices, voilà, qui vont permettre à la personne tout simplement de glisser un état modifié de conscience. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se priverait pas, au contraire. Moi, je vous racontais tout à l'heure que j'étais invité il y a quelque temps dans une soirée et j'ai passé du temps, en fait, voilà, pour faire une séance d'hypnose. Je ne sais pas si j'ai une pièce de monnaie avec moi pour vous montrer. Voilà, donc j'étais invité à faire une séance d'hypnose et tout d'un coup, en fait, pour produire l'état d'hypnose, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quelqu'un à côté qui était un tout petit peu excité, en fait, émotionnellement.
Alors du coup j'ai pris la pièce, j'ai pris une pièce de monnaie, j'ai l'exploré comme ceci et je l'ai regardé un tout petit peu comme ça. Voilà. J'ai pris le temps de bien regarder la pièce. À un moment donné, j'ai regardé la personne une fois, j'ai regardé la pièce à nouveau, j'ai regardé la personne une deuxième fois. Et dès que j'ai vu que ces yeux ont commencé à briller un tout petit peu comme ça, donc pour nous ce sont des signes d'un accès bientôt en transe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé la pièce de monnaie sur le front de la personne. Et c'est comme ça que la personne est partie dans une transe hypnotique profonde. Pas besoin de donner des suggestions, en tout cas pas des suggestions verbales, hein. Pas besoin non plus de faire tout un cinéma, de dire vous dormez, vous dormez, vous dormez, non plus de dépotentialiser l'inconscient en faisant une partie est ici, une autre partie est là-bas, rien de tout ça. Tout ce que Jésus, c'est attendre les bons moments, voilà, utiliser un objet qui n'a pas de pouvoir, c'est juste un pied de monnaie, nous sommes d'accord, hein? D'accord? Et puis me servir de ça pour produire l'état modifié de conscience. Et c'était génial parce que j'étais réinvité par les amis par la suite, en fait, voilà, pour pouvoir en fait animer une autre soirée. Et puis moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que parfois, les thérapeutes modernes, il est tellement concentré sur les langages hypnotiques, voilà, qu'il oublie qu'il est possible de produire de l'hypnose d'autres façons. Et donc, du coup, on se retrouve parfois même à faire du blablatage thérapeutique, voilà, qui peut être plus ou moins efficace, mais ils ne font pas de l'hypnose. Et donc, dans cette formation, ce qu'on voulait, c'est surtout en fait, passer par la case, vous expérimentez les états modifiés de conscience et vous apprenez à faire de l'hypnose à partir de rien, juste avec les outils que vous avez en fait, sur vous, ou alors, voilà. Et autre chose qu'on se disait, c'était bien, bon, d'accord, mais ça veut dire que ce type d'hypnose ne pourrait fonctionner qu'avec des gens qui sont hautement suggestibles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? C'était ça. Alors tout à l'heure, tu m'avais posé la question, tu me disais, et ça veut dire qu'il faut faire ça uniquement avec des gens qui sont très suggestibles. Bon, la réponse, c'est oui et non. D'accord? On pourra utiliser ce type d'approche avec des gens qui ont un haut niveau de suggestibilité, mais pas que. On pourrait aussi, pourquoi pas, comme je l'ai fait avec ma pièce de monnaie, créer un contexte dans lequel ce type de transe hypnotique puisse avoir lieu. Et je vous disais d'où l'importance pour nous, tout simplement, de créer des contextes. Ça veut dire des contextes dans lesquels la seule issue possible pour la personne soit aller en état modifié de conscience. Ça veut dire s'échapper, trouver parfois ces scénarios si illogiques et à la fois si différents de la réalité, voilà, si incompréhensibles que la personne est comme seule issue pour se sortir d'une situation si stressante de pouvoir basculer en état modifié de conscience. Ensuite après, dans la formation, nous avons abordé des techniques aussi qui ont permis tout simplement de travailler sur soi, voilà, de travailler sur sa volonté, sur sa respiration et tout ça. Alors pourquoi qu'on a choisi de faire ceci lors de cette formation? Mais parce qu'on s'est dit que c'est important de travailler sur la volonté, sur votre volonté. Je veux dire, dans cette forme d'hypnose très archaïque, l'objectif c'est quoi? C'est en quelque sorte influencer la personne qui vient en consultation, n'est-ce pas? C'est ça. Alors pour pouvoir influencer quelqu'un, il faut déjà en fait avoir exercé une influence sur soi-même, n'est-ce pas? Et donc nous avons commencé par là. C'est comment peut-on, avec des exercices de respiration par exemple, rester très concentré et cette concentration, l'utiliser par la suite comme un levier, voilà, qui permet tout simplement de travailler sur soi et puis par la suite de travailler sur les autres. Alors on se rend compte aussi, ça c'est important, là c'est un résumé du cours donc c'est important que je l'avance aussi je pense. On se retrouve aussi que dans toutes ces techniques en fait un peu archaïques, ancestrales, tout ça, il y a certes un rôle en fait important, en fait un lien avec les divins qui est créé, voilà, dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, tout simplement parce que ça serait hors sujet, et puis parce qu'on aurait peur aussi que les gens, en regardant les vidéos, se disent ah oui d'accord, il y a un lien avec et que ça soit mal compris.
D'accord? Donc, bon, j'imagine que vous avez bien compris ceci, mais l'objectif, c'est d'éviter toute forme de vulgarisation qui puisse nuire à la pratique de l'hypnose. Mais dans tous les cas de figure, il est important de mettre en évidence que dans toutes ces techniques un peu archaïques, les techniques qui sont issues de l'hindouisme, voilà, chamanique et tout ça, on donne une importance cruciale, voilà, une grande importance à la respiration. C'est ça, c'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on donnerait de l'importance en fait à la respiration? Je dis pourquoi tout d'un coup la façon de respirer ou la respiration tout d'un coup devient si importante? Mais il y a plusieurs facteurs, mais il y en a 3 idées qui peuvent ressortir en fait de cette importance avec la respiration. La première, c'est que, mais mine de rien, toi tu respires, n'est-ce pas? Ben, tu respires, oui, vas-y, dis oui, je respire, c'est bien. Et Mariam, toi tu respires, un peu fatigué comme ça, mais tu respires quand même, c'est bon. Bon, les garçons, vous respirez, je veux dire, nous respirons tous. Et c'est quelque chose de tellement automatique, tu vois, qu'on oublie que les jours qu'on arrête de respirer, tout s'arrête. D'accord? Et donc, l'effet de prendre conscience que ces mécanismes un peu automatique, voilà, ben c'est celui qui nous relie à la vie. Le jour où nous cessons de respirer, tout se stoppe. Et donc, si on garde ceci en tête, tu vois, on peut comprendre aussi pourquoi, même pour certaines, comment on appelle ça, certaines sectes religieuses, en fait, ou en tout cas certaines sectes en fait, qui sont en relation avec ces cultures hindoues, voilà, pourquoi aussi la respiration prend une importance si importante, en fait, voilà, au point que, je ne sais pas si vous saviez, il y a même des groupements des gens, et il y a même des personnes, en fait, voilà, qui se disent, écoute, on vient au monde avec un nombre de respirations donné par personne, voilà, comme si, tu vois, on avait déjà une sorte de dotation respiration, voilà, et donc, du coup, c'est dit, écoute, moi, je vais essayer de respirer le moins possible, ou alors de respirer d'une certaine façon pour pouvoir prolonger ça. C'était curieux, hein. Moi quand j'ai fait mes recherches, c'est un peu ce que ça donnait, j'ai trouvé ça curieux. Et donc du coup on parlait notamment d'un gourou, parce que c'est de ça qu'il s'agit, voilà, que lui il avait décidé tout simplement de respirer, voilà, et d'avoir moins de respiration par minute, qui faisait qu'il va travailler en fait, voilà, sur les nombres de respirations qu'il avait, et je crois que le monsieur tournait à peu près à 6 respirations par minute. Tu imagines respirer juste 6 fois par minute? À peu près la moyenne, c'est on a une vingtaine, une trentaine de respirations, comme ça par minute, par personne. Je veux dire, toi tu respires 20, 30 fois par minute, moi pareil. Mais voilà, une personne en fait, voilà, comme ces yogis, essayer de descendre en fait à 6 respirations par minute. Parce que j'imagine, encore une fois je ne connais pas complètement en fait, ses motivations, mais j'imagine qu'il devait se dire certainement, mais si je respire moins, je vivrai certainement plus longtemps. Tu vois? Il y a des tendances comme ça. Hein? Donc voilà, donc la première c'est ça, c'est lien avec la vie. Et l'autre c'est que la respiration, lorsqu'on commence à se concentrer à ces niveaux-là, mais on se rend compte, en fait, en quelque sorte, que c'est un peu comme le bout de l'iceberg, tu sais. Je veux dire, la partie visible. Ensuite, après, on peut déduire que derrière tout ça, il y a plein de choses, plein de conséquences. C'est-à-dire que si on reçoit quelqu'un là, tout à l'heure, par exemple, tu pourras faire l'expérience de venir ici dans les fauteuils, on va faire une expérience, on va la montrer. Mais tu remarqueras que, curieusement, lorsqu'on commence à basculer d'un état ordinaire de conscience vers un état modifié, il y a des choses qui se passent, même à niveau de la respiration. Tu vois? Et donc, c'est un peu comme la partie, je vous disais, immergée de l'iceberg. Voilà. Mais ça nous permet, en fait, tout simplement d'avoir une vision plus vaste sur d'autres choses que, pour la plupart des personnes, en fait, sembleraient tout simplement pas visibles. Et qui sont visibles pour celui qui sait regarder, par exemple. Et le troisième point sur lequel la respiration devient si importante, c'est que dans toutes ces techniques dans lesquelles on va chercher à obtenir des états modifiés de conscience, voilà, des états élargis de conscience, d'être en pleine conscience, etc. Mais la respiration, c'est un peu comme l'ancre, tu sais. Il y a un ancrage qui donne l'impression au bateau de pouvoir un peu flotter
tu sais, à la dérive, alors qu'il n'est jamais à la dérive. Il est toujours attaché à quelque chose. Tu vois? Et donc, on pourrait imaginer que ce qui permettrait parfois d'atteindre des états modifiés de conscience, voilà, tout en gardant un pied sur terre et de ne pas partir complètement. D'accord? Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, on se rend compte voilà, que la respiration est toujours un outil très, très intéressant, très puissant. C'est un outil en fait si puissant, voilà, qui peut être même introduit lorsqu'on fait des thérapies d'hypnose. Là par exemple, et dans les techniques de respiration, voilà, on se rend compte que lorsqu'on est un peu stressé, voilà, il y a une ambivalence entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. C'est-à-dire, tu es stressé, d'accord, c'est parce qu'il y a un danger. D'accord, un danger visible ou pas, mais il y a un danger. Donc du coup, ça fait monter les niveaux de stress, la peur. Et tout ce qu'on veut, c'est s'échapper. Qu'est-ce qui se passe à niveau organique? Vous allez avoir le cœur qui va, voilà, le cœur qui va, quoi d'autre? Et la respiration qui change, la gorge sèche. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous aurez aussi les ventres noués. D'accord? Et oui, c'est cette capacité aussi, tu sais, à rester en focus. Et puis, bien évidemment, en fait, on a moins de sang dans les extrémités. Voilà, on a plus de sang ici. Et puis, le corps se prépare en quelque sorte à s'échapper. D'accord? Et on se rend compte, l'autre jour, j'ai regardé même une émission à ce sujet-là. Si vous voulez, en fait, en quelque sorte, hacker, c'est-à-dire contrecarrer tous ces effets néfastes de l'organisme, il va falloir peut-être apprendre à respirer. Et on se rend compte, en fait, avec des électroencéphalogrammes, comment on appelle ça, des radios des poumons, en fait, des scanners, tout ça. Avec toute la panoplie en fait, moderne aujourd'hui, on se rend compte que l'effet de respirer profondément permet tout simplement en fait, de mieux gérer et les cortisols et toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous, d'apaiser les systèmes et de donner un signal en fait, au cerveau, style relax, ça va aller. Donc ça, nous on le sait maintenant. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait une sorte de grosses bonnes nouvelles. On se dit, ah oui, ça y est, c'était prouvé scientifiquement. Oui, mais l'homme ancestral, je veux dire l'homme un peu archaïque, les thérapeutes archaïques, mais utilisaient déjà toutes ces choses, de façon intuitive, hein, pour la plupart du temps. Mais ils les utilisaient déjà. Donc, pratiquer l'hypnose telle comme les faisaient nos aïeux n'est pas aussi une mauvaise idée. Il y a des gens qui sont super bien. Donc, je vous disais, comment fait-il? Je vous disais, on transmet l'information en fait, parfois par initiation, parfois en fait, il y a même des livres en fait qui ont été faits, mais qui sont des livres sacrés, qui sont bien souvent en fait, protégés par des sectes. Bon, bref, il y a de ce côté-là un peu, voilà. Par l'initiation aussi, par la transmission en fait d'élèves à maîtres, voilà. Puis la question qu'on se disait, d'accord, bon, faire de l'hypnose comme faisaient nos aïeux, c'est une bonne chose, mais à quoi ça servirait? Je veux dire, pourquoi on pourrait faire ça? Ah, Joël, pourquoi qu'on ferait de l'hypnose comme ça? C'est des applications, tu t'en souviens, je t'avais dit tout à l'heure, il va falloir répondre à ça, en fait, lors de la formation, ce sont des applications. Mais dans quel type de cas en particulier on pourrait utiliser ce type d'hypnose? Pour oui, d'accord, pour le bien-être des personnes, je veux dire, des gens qui vont venir vous voir, ça, c'est une certitude. Mais pourquoi? De quelle façon on pourrait l'utiliser? Alors, regarde, je vais essayer de te guider un tout petit peu. Mais vous aurez parfois, notamment au Maroc, parce que là on est au Maroc, donc on ne va pas non plus en fait, faire un cours pour l'Europe, voilà, on reste quand même au Maroc et puis on est quand même dans ces cultures dans lesquelles les mauvais œils existent, par exemple, tu vois. Les gens se disent, écoute, là, tu sais quoi, on me fait un truc, je ne comprends pas très bien, bon, c'est curieux. Bon, le thérapeute européen se dira, écoute, non, mais tu sais, en fait, tout ça n'existait pas, c'est juste un processus de ton imaginaire, etc., etc. Mais n'empêche que c'est la réalité de la personne la vit comme ça. Et lorsqu'il te met ça sur moi, tu es en train d'exprimer tout simplement ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Alors pourquoi chercher à contrarier la personne? On peut utiliser des techniques comme ça, tout simplement pour pouvoir l'aider dans ces processus, d'accord? On pourrait utiliser aussi ça lorsque la personne est en train de chercher parfois, en même temps, de soigner
quelque chose à l'intérieur d'elle aussi, des techniques ou des choses qui vont lui permettre de fonctionner autrement. D'accord? On pourrait l'utiliser, par exemple, lorsque on a quelqu'un des compléments rationnels pour le sortir un tout petit peu de son cadre de référence, de ce qu'il connaît déjà. Voilà. Mais le plus important, on peut utiliser tout ça au quotidien pour aider et accompagner les gens. Dans mon cas, par exemple, je m'explique. Moi, je suis au Maroc. Je ne parle pas marocain. Pourtant, j'ai des clients qui viennent me voir qui ne parlent pas français non plus, ni espagnol, ni anglais, mais qui sont dans un besoin d'aller mieux. Et qui se disent, écoute, je ne sais pas comment, mais aide-moi. Je voudrais tout simplement aller mieux. Et tu te dis, écoute, c'est dommage, je connais plein de trucs pour pouvoir t'aider, dommage que je ne peux pas utiliser la parole. Tu vois? Et donc, on pourrait imaginer, en fait, utiliser tous ces auxiliaires aussi pour aider ces gens avec lesquels autrement on ne pourrait pas interagir. Pas manque de vouloir, manque de pouvoir. Parce qu'on ne parle pas la même langue, parce qu'on ne communique pas de la même façon. Tu comprends? Bon, si on vient un tout petit peu plus vers, je veux dire, les thérapies modernes, on pourrait imaginer, lorsqu'on parle du verbal, du non-verbal, du paraverbal, que tout ça pourrait influencer en quelque sorte votre séance. Oui, c'est bien. Ça les influence. Et c'est vrai. Il y a des choses qui ont été écrites, en fait, même récemment, en fait, sur les avantages du paraverbal en hypnose. C'est plutôt cool. Tu vois? Mais là, on serait en train d'utiliser du paraverbal, du non-verbal, et en plus de ça, des techniques déjà pré-structurées, voilà, que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour accompagner les gens, dans lesquels vous avez besoin de parler peu, voire rien du tout. C'est génial ça, non? Pas mal. Donc, des questions par rapport à ça? C'est bon ça? Toi, Mariam? C'est bon? Vous avez tout intégré de ton côté? Très bien. Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que vous a semblé le plus extraordinaire quand vous avez fait, en fait, les exercices qu'on a fait tout à l'heure? Alors, pour rappel, pour les gens qui voient un tout petit peu les cours en ligne, c'est que tout à l'heure, on s'est amusé, par exemple, à mettre en place des exercices dans lesquels on ne parlait pas, mais on cherche à mettre en évidence un supposé pouvoir, d'accord, de l'esprit sur la matière ou de l'esprit sur l'esprit. Et on voulait juste faire un test. C'est un peu ça qu'on voulait faire, n'est-ce pas? Je vous ai dit, pour l'instant, on ne rentre pas dans quelque chose d'académique. Et ce qu'on cherche, c'est tout simplement à tester des choses. Et puis, vous allez vous faire votre propre idée. N'est-ce pas? Alors, toi, Joël, qu'est-ce que tu as eu, toi, comme expérience? En fait, on s'aperçoit que... Tu veux t'approcher? Comme ça, je te prête des micros. Et puis, tiens, je te prête le micro. Viens, tu peux te mettre là. Tu peux te mettre là, c'est très bien. Vas-y, tu t'aperçois de quoi? On s'aperçoit en fait qu'on peut avoir... On s'aperçoit en fait qu'on a de l'influence, ça a deux effets en fait. L'influence par rapport à soi-même, c'est-à-dire un centrage par rapport à soi-même avec une force de volonté et de conviction, et par la même occasion on peut transmettre cette forme d'influence à la personne qui est en face de nous. Ça c'est très voilà. comment pour toi? En fait, techniquement, qu'est-ce que tu as fait? Techniquement, ça a été... alors, il y a eu deux effets. Soit je suis opérateur, soit je suis patient. Alors en tant que patient, j'ai subi les effets, ou j'ai ressenti les effets que mes collègues pouvaient transmettre, notamment une notion de légèreté par rapport à moi. Et par contre, lorsque moi j'étais acteur, effectivement, là j'ai pu essayer de me concentrer énormément et m'apercevoir qu'effectivement il pouvait y avoir un lien cause à effet avec la personne qui avait en face. C'est pas mal ça, non? Ouais, c'est sympa. Alors, juste pour résumer le truc, c'est... En fait, on a fait un exercice qui consistait à... Bon les gars, on va demander à notre cobaye, on va l'appeler comme ça, de se tenir dos à nous, face au mur, de fixer le mur, on ne va rien les dire. Nous, on va se mettre quelque part à distance. Et puis moi, j'écris dans un petit papier, vous allez penser à telle chose, et vous allez faire telle et telle chose avec votre esprit. C'était ça, hein? Yes. D'accord? Et curieusement, ce qu'ils font à distance, c'est ressenti ici devant. Ensuite, après, on peut se poser la question. Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est quelque chose à voir avec peut-être l'ambiance?
parce que vous êtes ici, etc. Voilà, on peut se poser toutes ces questions-là. C'est pour ça que pour l'instant, on a décidé tout simplement de ne pas étiqueter ce que nous faisions. Mais on voulait tout simplement avoir l'expérience. Ça y est? Et ça, alors, c'était plutôt concluant. N'est-ce pas? Tout à fait, oui, c'est intéressant. Bon. Et toi, alors, Dana, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à tout ça? Quel était ton aperçu? Tiens, je te passe le micro. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Vas-y. J'ai ressenti un pouvoir de l'intention. Pouvoir de l'attention. Oui. C'est-à-dire? Des personnes assises en arrière, ils avaient une intention de projeter de la chaleur juste avec leurs pensées et de t'envoyer des messages. Et toi, en étant de dos, tu pourrais avoir des sensations et avoir des ressentis. Ça correspondait en fait avec l'intention que les gens avaient? Ça correspondait ou pas? Un grand approchement. Un grand rapprochement. C'était pas exact, mais c'était oui, très bien approché. Et ton aperçu, c'est quoi? Je veux dire, C'était ma conclusion. C'était. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas? C'est ça? Oui, oui, bien sûr, il y a quelque chose. Il y a de l'énergie, il y a de. L'énergie, quelque chose comme ça. Oui. Ça va, pour l'instant, on est à ces niveaux-là. Merci, Dana. Merci. Marianne, tu veux ajouter quelque chose? Tu peux ajouter quelque chose. Ici, pour faire l'expérience d'hypnose. Alors, comment est-ce qu'on pourrait comment est-ce qu'on pourrait se prendre pour faire des jours comme ça, en utilisant un peu la parole, des jours comme ça? Est-ce que ça te dirait de faire une expérience avec moi? Oui. Ça te dit ça? Est-ce que tu viens juste parce qu'on est quand même en période de Covid, etc., voilà, mettre juste ton truc. Voilà, oui, tu peux, viens. Ah, tiens, je peux t'aider parce que là, c'est important que tout soit bien protégé. Tu sais, avant, c'était autre chose, maintenant, c'est ça. Alors, tiens, on va se mettre là, tu veux bien? Joël, ça va? J'ai failli te demander de venir, mais j'ai hésité, comme tu es parti. Ah, écoute, ça c'est bien. Ça va, Lubna? Alors, Lubna va juste modifier un tout petit peu les caméras, comme ça on peut tout voir. On va s'amuser à faire ça. Et puis si vous voulez, en fait, si tu peux suivre ces caméras-là comme ça te dirait bien. Et te mettre debout, et puis s'il y a des gens comme ça, tu peux la suivre au cas où. Et Dana, toi tu pourrais faire la même chose avec celle-là, celle qui est au milieu. Alors comme on a 3 caméras, donc on a Facebook, on a Instagram, voilà, et on a la caméra avec laquelle on va filmer en cours, et puis après on va les mettre en place. Ça c'est plutôt bien. Hop, ah, ça y est. Donc, ça y est, c'est bon, on y va. Donc tout ce qu'on cherche, tu peux les bouger si tu veux, en fait, tu peux les mettre en arrière. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, comme ça, toi tu gères ça. Hein. Du moment où ça ne tremble pas trop l'image, ça c'est pas mal. Très bien, alors on vous expliquait tout à l'heure qu'il y a des possibilités. En fait, voilà, on peut parfois mettre les pupilles dilatées et puis on peut aussi les contracter. Et ça c'est un apprentissage qu'on a fait aujourd'hui parce que la plupart des gens ne savent pas qu'on peut contracter ou dilater la pupille. Et à ce sujet-là, un thérapeute moderne, Richard Bandler, lui par exemple, lorsqu'il va faire ses séances d'hypnose, dit à la personne, est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose? Et la personne dit, bien souvent, non, je n'ai pas fait. Tu vois? Et dans sa démonstration, lui, dit quelque chose comme ça. Il dit, ne vous inquiétez pas, moi non plus, je ne saurais pas vous expliquer comment faire de l'hypnose, consciemment. Alors, laissez mon inconscient vous montrer. Et c'est ainsi qu'il fait un truc assez exceptionnel, Richard Bandler, c'est qu'il fixe la personne dans les yeux. Et tout d'un coup, il va dilater ses pupilles et il va les contracter. Il va les dilater, il va les contracter. Et au bout d'avoir fait ça 3, 4 ou 5 fois, la personne, en fait, rentre dans une sorte de fonctionnement inconscient, et puis après, son inconscient suit l'inconscient de l'autre, tu vois? C'est un peu ça. Alors, tout à l'heure, on a fait quelque chose un peu dans ce style, sauf que nous, en fait, on n'a pas parlé. En fait, alors qu'on a fait la démonstration entre nous, on n'a pas parlé, on n'a pas dit des mots à ces moments-là, parce qu'on ne voulait pas produire, en fait, une quelconque suggestion.
Et on s'est dit, ça serait bien, parce que comme ça, on va à peu près remettre en fait un peu les mêmes processus. Mais bon, là, on est obligé de vous l'expliquer en quelque sorte. Mais bon, on va essayer de rester très, très, très succinct pour que par la suite, on puisse travailler d'une façon différente. Alors, avance un tout petit peu comme ça. C'est mieux comme ça? Très bien. Et maintenant, fixe-moi dans les yeux. Respire. Calme, détendu. Voilà, ça y est. Calme et détendu. Jusqu'ici, on n'a pas mis en place des suggestions, donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'état d'hypnose se produit à peu près de lui-même, sans suggestion. À part, évidemment, celle de la supposée force de regard, etc. etc. Mais maintenant, on va donner quelques suggestions, tout simplement pour que son expérience puisse être agréable. Et puis, je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on fait ce type d'hypnose, on a d'autres techniques qu'on va apprendre certainement demain et qui permettent tout simplement de tirer profit de cet état, et sans parler. Bon, mais là, on va parler un tout petit peu, juste pour l'expérience, d'accord? Chaque respiration t'amène davantage une hypnose. Si on cherche à saturer en quelque sorte l'esprit de la personne, on va répéter la suggestion maintes reprises. Chaque respiration t'amène davantage sous hypnose. Chaque fois où tu respires, tu vas de plus en plus en hypnose. Chaque respiration, de plus en plus en hypnose. Rentre en transe à chaque respiration. Bon, comme vous devez gérer les caméras et tout ça, alors moi je m'occupe en fait plus tard de ce qui est le plus important, c'est notre ami. À ce stade, si nous voulions par exemple avoir une communication, en fait, on pourrait s'amuser par exemple à toucher certains endroits au niveau du corps dans lesquels il y a un supposé en fait, effet magnétique qui se produit. Et la poitrine par exemple, voilà. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs si la personne est sous hypnose ou pas? Il y a des signes qui ne manquent pas. La première, c'est cette capacité à pouvoir laisser un bras suspendu en l'air pendant un certain temps. Ça, c'est l'un des signes de l'hypnose. Une hypnose normale, traditionnelle, une école ericksonienne, hypnose classique, tout ça, ce sont des choses qu'on vous apprend. Mais ici, vous allez l'apprendre aussi, de façon différente au tout début. L'autre phénomène assez particulier, c'est que les yeux sont fermés. Pourtant, si vous faites bien attention, en fait, derrière les paupières, ça bouge, ça fait tac, 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 tac. Et puis la respiration. Je vous disais tout à l'heure, comment sais-je qu'il va glisser une hypnose à un moment donné? C'est parce que mon attention était aussi portée sur sa respiration. C'est-à-dire que, et alors que je la regardais, en fait, dès que j'ai senti que son attirance s'est fessée vers l'avant, mais mon attention est aussi portée sur sa respiration. J'ai su à un moment donné, parce que j'étais très attentif à ça, que sa respiration était saccadée. Comme lorsque on s'apprête à faire quelque chose d'important, ou quelque chose de différent, ou quelque chose de hautement en fait, impressionnant. Donc en partant de ces principes-là, j'ai attendu un deuxième phénomène qui se met en place, c'était celui des paupières qui commençaient à monter, puis après l'affaire était réglée dans la boîte. Donc vous voyez, et le seul adjuvant qu'on a eu, c'est que dans la journée, nous avons appris tout simplement à travailler sur le regard, à travailler sur la supposée influence du corps sur l'esprit et aussi sur les supposés pouvoirs magnétiques. Et c'est tout ce que vous avez dû apprendre aujourd'hui pour produire un état modifié de conscience. Sans parler. Juste en faisant attention à certaines choses. Ça va?
Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui est en train de faire un état modifié de conscience. Et puis c'est plutôt agréable, facile, tout ça. Alors, maintenant on va donner une suggestion pour que son expérience puisse être de bonne qualité, puis on va les ramener petit à petit ici. Et par la suite, on va tout simplement lui poser des questions. Vous pourrez lui poser des questions, juste pour vérifier quelle était son expérience, son ressenti, et puis j'essaierai par la suite de conclure en vous expliquant pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Ça vous convient comme ça? Pour que son expérience soit grandissante, il est important que tout simplement ce qu'il vient d'accomplir ait un impact sur son quotidien. Un impact positif. Donc voici ma suggestion. Elle reste simple, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et on n'essaie pas de chevaucher sur d'autres apprentissages qu'on ferait un peu plus tard. On reste vraiment très terre à terre, mais on reste dans les cadres et la formation que nous avons mis en place aujourd'hui. Donc voici la suggestion. Dans quelques instants, cette main se met à bouger. Et alors qu'il bouge, des choses se passent à l'intérieur de toi. Comme ça. D'abord, comme ça. Bientôt, de plus en plus. Et bien sûr que tout ça s'est produit à l'intérieur, quelque part à l'intérieur de toi, tu sais que c'est très bénéfique pour toi. Alors, profite, enjoy. Car quand la main se pose, tout ça s'intègre profondément à l'intérieur de toi. Profondément à l'intérieur de toi. La respiration change, la main se pose, complètement. Voilà. Et là, nous avons encore un changement au niveau de la respiration. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, je vais faire revenir ici, frais, dispo, etc. Et pour ceci, écoute bien ma voix, parce que dans quelques instants, et je vais toucher les fronts d'une certaine façon. Et alors que je touche les fronts de cette façon bien particulière, tu peux t'orienter dans l'ici et le maintenant. Quand je dirai les chiffres 3, tu seras bien orienté dans l'ici et le maintenant, frais, dispo et prêt à accomplir ce qui reste de la journée de façon optimale, de façon qui te corresponde, etc. Tu reviendras frais, dispo, bien, à tous les niveaux et sur tout point de vue. Maintenant, j'ai dit les chiffres 1, respire. Voilà, chaque respiration t'oriente de plus en plus dans l'ici et le maintenant. 2. Voilà, c'est parfait. De plus en plus orienté dans l'ici et le maintenant. Puis ça fait 1, 2, 3. Voilà. Parfait. Laisse-moi t'aider. Hop. Parfait. Bon, on va remercier notre ami Omar. Ça y est, Omar. Tiens, regarde, installe-toi là-bas. Mais viens ton protège-bouche, parce que je pense que tu auras besoin. Tchaka. Moi, juste pour les besoins de l'exercice, je vais l'enlever. Sinon, on essaie tout simplement de les garder, etc. Ça y est? Allez, donc on a une caméra. Ça, c'est bon. Mets bien ça, comme ça, on fait tout te protège. Puis te protège aussi ta vie privée, c'est important ça aussi. Cette vidéo, normalement, elle est à destination de l'Amérique latine, France, et puis tous les pays francophones, dont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, etc. Bon, on n'a pas beaucoup de temps d'antenne, donc ce que je veux, c'est que tu prends le temps juste de respirer. Je vais te donner le micro, et je vais tout simplement que tu cherches à résumer un tout petit peu ce qui s'est passé. Quelle était ton appréhension, tes impressions, voilà, et que tu essaies tout simplement de l'expliquer avec des mots à toi, qui soient un peu intelligibles pour la plupart des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste ça, d'accord? On ne cherche pas à faire des débats ni quoi que ce soit, juste à comprendre un peu ce qui se passe. Tu es prêt? Je te passe le micro. Donc alors que tu as les visages complets comme ça, je peux dire que tu t'appelles Omar. C'est trop tard, je ne pouvais pas le dire. Allez, vas-y. Ouais, bon, donc au début, lorsque j'étais en train de vous fixer, à un certain moment,
je me suis senti que vous m'avez attiré vers vous. Alors, et puis, une fois que j'ai senti cette attraction, je me suis un petit peu déconnecté de tout ce qui se passe autour de moi. Bon, je pense que c'est à partir de là que je suis rentré en transe, et c'est à partir de là qu'effectivement j'étais dans un autre état où j'ai complètement oublié ce qui se passe autour de moi, et je me suis senti très très bien. Je peux même dire que j'étais dans une euphorie, et que bien sûr j'étais conscient de ce qui se passe autour de moi, mais en quelque sorte j'étais bien vraiment dans ma peau. Voilà. Parfait. C'est super. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Bon, ça va ça? Plutôt bien. Bon, on va remercier notre ami en fait, d'avoir si bien travaillé. Alors, je vous explique rapidement en fait, en quoi consiste. Les techniques, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est votre première journée de formation, mais vous avez déjà vu ça. C'est la fascination. La fascination, c'est quoi? Cette capacité que nous avons tout simplement à subjuguer l'autre, juste à travers le regard. Mais comme vous avez pu le voir, il n'y a pas que le regard qui compte. En fait, dans cette technique de fascination, en fait, on travaille sur une supposée force magnétique. D'accord? On n'exprime pas la personne, on ne dit pas à la personne j'ai une force magnétique ou des choses comme ça. Tout simplement, on va faire comprendre à la personne, par un ensemble de processus qui ne se voient pas, voilà, mais qui sont quand même existants, que nous sommes conscients de cette sorte d'attirante attraction. D'accord? Et puis nous allons tout simplement utiliser ces phénomènes en fait, comme moyen pour produire la transe hypnotique. Donc l'induction hypnotique. Ça va? Simple. Ça prend, temps de montre combien? 2 minutes? Même pas? Je sais pas, 2-3 minutes. L'autre jour j'avais une dame qui m'a dit j'ai le sentiment d'être passé 1 heure avec vous. Mais non, juste 5 minutes. 2 minutes. Tu vois, en fait, dans l'esprit, on a le sentiment parfois que les temps se rallongent, parfois que les temps se contractent. Bon, c'est juste ça. Donc, on utilise en fait ces supposés pouvoirs magnétiques. Voilà. Comme je vous disais, on fait attention aussi à la respiration. Voilà. On n'est pas comme on pourrait imaginer en fait, lorsqu'on fait la programmation neurolinguistique ou autre, en fait en synchro. Hein, bien au contraire, on est dans une sorte d'attente. En fait, on sait déjà ce qui va se passer et on attend tout simplement que ça arrive. Donc on prend notre temps. Et puis par la suite, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il faut juste être attentif afin d'agir au bon moment. C'est-à-dire lorsque les premiers signes d'hypnose vont apparaître. Pourquoi lors des premiers? Parce qu'on cherche à mettre en place une sorte de boucle, okay, dans laquelle une chose amène une autre, puis amène une autre, etc. etc. Si on avait réagi trop tôt, d'accord, j'aurais pu créer une certaine résistance de sa part, pour que je ne comprends pas, en fait, je ne ressens rien, et puis il me pousse dans une direction ou il me demande de faire quelque chose, tu vois, comme si on était trop tôt, en fait. Voilà. Et si on attend trop longtemps, ce qui pourrait se passer, c'est tout simplement qu'il intègre ceci comme étant peut-être tout simplement quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que nous faisons à ce moment-là. Et puis tout simplement, ça fait comme les gâteaux, tu sais, on fait tous les mets au four, tu les laisses un peu trop longtemps et puis ça finit par se dégonfler. Hein, d'accord? Et donc du coup, si on devait mettre en place des mots pour en quelque sorte codifier ou alors en fait pour décrire ce qui doit se passer, c'est être attentif à ce qui se passe, voilà, être très 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 attentif. Et je vous disais, utiliser tous ces outils qui sont du non-verbal, du paraverbal, etc. Et ce langage inconscient pour signaler à la personne que nous avons compris que quelque chose est en train d'arriver. Voilà. Et mettre en évidence, comme je te disais tout à l'heure, tous ces supposés pouvoirs de l'esprit sur la matière, de l'homme sur l'homme, de l'influence magnétique et tout ça, et puis les faire savoir à la personne, être très attentif au tempo, voilà, et puis savoir exactement où on se situe, comme un guide
de montagne qui sait que à tel endroit il y a un arrêt, à tel endroit il y a une montée, à tel endroit il y a une descente. En quelque sorte, avoir une cartographie, voilà, parce qu'on a déjà fait en quelque sorte les chemins, la route à plusieurs fois. Et puis voilà, ayant tout ceci en poche, on peut produire des états modifiés de conscience, un peu comme ça, rapidement, sans trop prise de tête. Et puis le plus important, d'une façon qui corresponde à la personne, qui soit respectueuse. Parce qu'on n'a pas demandé de faire les singes, ni de se mettre en fait à faire des grimaces, ni à créer, ni à pleurer, ni quoi que ce soit. On a juste patienté jusqu'à ce qu'on a trouvé les bons moments, et puis ça y est, c'était emballé, c'était dans la boîte. D'accord? C'est bon? Donc, aujourd'hui, voilà ce que vous avez appris. La semaine prochaine, on va certainement aborder d'autres choses, parce qu'on a une formation qui commence un peu comme la vôtre. Et ils sont un peu moins avancés, en fait, j'imagine, hein, parce qu'évidemment, il y a une semaine d'écart. Voilà. Mais on va aborder d'autres choses en fait, en relation avec l'hypnose. Donc, pour les réseaux, on arrive presque à notre heure de diffusion, c'est ça, hein? Donc, Instagram, voilà. Facebook, ça c'est pour notre galerie personnelle. Donc, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo avec une bonne qualité de son et bientôt chez YouTube. On vous invite, si vous avez des questions, soit de laisser des messages dans les pages, auxquelles nous on aimerait bien répondre, soit alors de contacter les secrétariats au 05 22 22 16 16. Vous aurez certainement Lubna, mon assistante, à laquelle vous pourrez poser plein de questions. Et puis nous on remercie Omar, et puis on vous remercie vous tous d'être présents ici. Ok? Mais merci, c'est moi.